Non, mais écoutez, merci beaucoup de votre présence cet après-midi. Hein. Par ces temps de canicule, vraiment, c'est un tour de force hein, que de venir assister à ce salon. Mais on est climatisé, donc je pense que c'est bien. En tout cas, cet après-midi, nous commençons cette 32e édition du Salon du Livre de Montagne par une conférence sur Hergé au sommet par Olivier Roche, qui est vraiment un tintinophile averti. Il est évident que dans l'actualité du monde, le seul rival des grandes figures de la montagne, ça a toujours été Tintin et ça le reste. Entre le besoin d'élévation et la quête spirituelle de son héros, Hergé a fait monter Tintin sur le plus haut sommet du monde, que ce soit en Europe, en Pérou, en Canada et même en Amérique. Et dans la neige ou sur les routes enlacées, sur les sentiers pierreux, sur les parois d'une crevasse sur la Lune, Hergé a poussé son personnage vers l'absolue nécessité de percer le mystère des hauts lieux. Il le propulse même au-delà des signes, sur la Lune, je vous dis, avec toujours un idéal de pureté, un culte de l'effort, la félicité du retour sur notre bonne dignité. Donc, Tintin est vraiment un héros auquel on s'est tous identifiés, en tout cas qui nous a tous passionnés. Et ce qui est formidable, c'est que dans le livre collectif coordonné par Olivier Roche, Hergé au sommet, paru aux éditions Sepia, un certain nombre de contributeurs ont montré quel était le rapport de Hergé à la montagne et comment l'état d'esprit du créateur pouvait influer sur les montagnes dans lesquelles son héros pouvait évoluer. Donc, Tintin au sommet, donc une conférence de Olivier Roche. Merci. Merci beaucoup, Michel. Tu as pratiquement tout dit. Plus grand-chose à dire. Merci à tous et toutes d'être venus. On va pouvoir commencer le diaporama. Donc, je suis Olivier Roche, observateur et acteur. Excusez-moi, je vais passer un peu là parce que le projecteur. Dans les. Voilà. Observateur et acteur du mouvement tintinophile. Et j'ai inventé la méta-tintinologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la méta-tintinologie, allez-vous me dire? C'est le recensement, le tri et l'analyse de tout ce qui est relatif à Hergé et à son œuvre, en particulier, bien sûr, les aventures de Tintin. Bientôt 40 ans après la mort du créateur des aventures de Tintin, Georges Remy, R-E-M-I sans accent comme la faute est souvent faite, qui est décédé le 3 mars 1983, on fêtera donc l'année prochaine, on célébrera donc l'année prochaine le 40e anniversaire de sa mort, et presque un siècle après la création des aventures de Tintin, en 1929, centenaire, donc on célébrera en 2029, on observe un flux incessant dans la presse, dans les médias, d'allusions et d'articles qui concernent Hergé ou les aventures de Tintin. Il y a un nombre de publications, d'articles dans des revues généralistes ou scientifiques et d'événements qui sont organisés autour de cette œuvre, qui remonte maintenant à presque un siècle. On doit dire que Hergé est l'un des auteurs du XXe siècle sur lequel on a le plus écrit. Il est aussi l'un de ceux qui a donné à la bande dessinée ses lettres de noblesse. Donc j'ai coécrit le livre Tintin, bibliographie d'un mythe. En 2014, on recensait déjà 400 ouvrages autour de Hergé et Tintin. Je suis membre de l'association Les Amis de Hergé et je publie régulièrement des articles dans différentes revues associatives ou, par exemple, le numéro spécial des cahiers de la bande dessinée qui a été consacré à Hergé. L'année dernière, 2 livres sont parus, l'un sous ma co-direction, Tintin aujourd'hui, Images et Imaginaire, qui a été édité en Suisse, et Hergé au sommet, dont je vais vous parler aujourd'hui, dont j'ai fait la coordination.
Diriger un livre, c'est un énorme travail, c'est sûr, mais le mérite du résultat final revient évidemment aux auteurs du livre. Dans ce petit bouquin, on a réuni 7 auteurs qui ont fait différentes participations au livre. Et puis une grande part du mérite revient évidemment aussi à Hergé, auquel on rend hommage dans ce livre. Alors ce livre a été édité par les éditions Sepia, dans la collection Zoom sur Hergé. C'est la deuxième collection entièrement consacrée à Hergé, à son œuvre dans l'histoire des publications. La première s'appelait La Bibliothèque de Moulinsart, et dans les années 90, ça s'est terminé à la fin du XXe siècle. Elle n'existe plus maintenant, elle était dirigée par Benoît Peters, un des plus éminents tintinologues et hergéologues. Et depuis, il n'y a pas eu de collection proprement dite sur Hergé et son œuvre. C'est maintenant chose faite aux éditions Sepia, qui font partie du groupe L'Harmattan, qui sont diffusés par Hachette. Lors de nos échanges avec Michel Morisseau en préparant ce salon, il m'a écrit « Votre livre montre que la vie des auteurs conditionne leur œuvre. » Et c'est exactement ce que nous allons voir. Encore une diapo, je vais oublier de faire passer des diapositives, donc vous m'excuserez, on rattrapera le retard comme ça. Donc nous allons voir ce petit livre en détail. Connaissez-vous Vargèse? Non, Saint-Gervais. Voilà, une personne sur... Donc Vargèse est une création de Hergé pour un album de Josette et Joko, qui est une autre des séries qu'il a animées, qui était une série beaucoup plus familiale que les aventures de Tintin. Et lorsque j'ai diffusé sur les réseaux sociaux, Facebook ou des forums où je participe sur Tintin, et qu'on a appris que je venais à Passy en Haute-Savoie pour cette conférence, un ami m'a envoyé un petit mot, bravo, et bon voyage à Vargèse. C'est une petite blague, comme on s'en fait souvent entre tintinophiles. C'est une grande confrérie, surtout des frères, puisqu'il y a très peu de femmes dans ce milieu, malheureusement, surtout des garçons. Mais en tout cas, il y a une fraternité et une complicité entre nous qui ressort comme ça par des petites blagues. Par exemple, quand on est à l'apéritif, on va vous servir à boire, on va dire « une larme, un soupçon ». C'est une citation du capitaine Haddock, bien sûr. Donc, cette case est la première case de Tintin au Tibet, telle qu'elle est parue dans le journal de Tintin, en 58, si je ne dis pas de bêtises, ou 59. Et elle a été supprimée de la parution en album pour laisser place à un bandeau-titre, Tintin au Tibet. Donc elle est plutôt rare, les gens la connaissent moins, et elle présente donc cette station de Haute-Savoie, que Hergé a situé très précisément en Haute-Savoie dans l'album La Vallée des Cobras de Josette et Joko. Dans la Vallée des Cobras, la famille Legrand, donc les parents de Josette, séjourne à l'Hôtel des Neiges. Et ils y rencontrent le Maharaja de Gopal et s'en suivra toute une aventure avec un voyage en Inde. Tintin, Haddock et le professeur Tournesol vont séjourner, eux, quelques années plus tard, à l'Hôtel des Sommets, toujours dans la station de Vargèse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici l'Hôtel des Sommets au centre. Donc, à la lecture de Hergé au sommet, notre petit livre, on va voir le rôle important qu'a eu la montagne dans la vie de l'auteur des aventures de Tintin, Hergé. Des voyages scouts de son adolescence à ses escapades à l'âge adulte en montagne, la montagne a inspiré un certain nombre de décors et de scènes dans les aventures de Tintin. N'oublions pas que Hergé venait, lui, du plat pays. Peut-être qu'une partie de l'attirance pour la montagne vient de ce fait. On retrouve dans les 22 albums canoniques des aventures de Tintin 11 albums où
sont représentés des sommets, des montagnes, etc. Toute petite parenthèse, donc l'œuvre d'Hergé est fermée. Il a demandé à ce qu'elle ne soit pas reprise après sa mort. Pour l'instant, cette volonté a été respectée par les ayants droit. Et donc, elle contient 22 albums qui ont été terminés de son vivant. Le premier, le 23e, serait Tintin au pays des soviets, mais qui n'avait jamais été colorisé dans le format des 62 pages que tout le monde connaît du vivant d'Hergé. Et puis le dernier, le 24e, c'est Tintin et l'Alphard, qui a été, lui, laissé inachevé. Que la montagne est belle, ah, la montagne que c'est beau, semble nous dire Tintin, de retour d'une randonnée. On imagine qu'il a passé la journée en montagne. Il revient de sa randonnée, heureux. Il a une vision idyllique de son séjour. Ils sont en vacances. Hein. Il retrouve le capitaine Haddock, qui lui est déjà installé pour l'apéritif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et le capitaine Haddock, lui, donc on est toujours au début de Tintin au Tibet, hein. Le capitaine Haddock va avoir une vision contrebalancée. Elle est un petit peu moins optimiste de celle de Tintin. Pour lui, pas question de grimper sur des tas de cailloux. Peut-être pressent-il les dangers de la montagne, voire les périls que vont rencontrer bientôt nos héros dans cette aventure. J'espère que tout le monde l'a en tête. Et dire qu'il y a des gens qui font ça pour le plaisir, c'est ce que le capitaine Haddock, une nouvelle fois, quelques pages plus loin, avant de chuter dans le vide, heureusement retenu par une corde, qui le relie à Tintin. Cela donnera lieu à une des scènes les plus émouvantes de toute la saga. Le capitaine Haddock veut se sacrifier, couper la corde, laisser Tintin vivant, etc. Heureusement, bien sûr, ils s'en sortiront. Et Haddock persiste et signe. À la fin de l'aventure, au grand précieux de la lamasserie tibétaine qui les a recueillis, qui vient le féliciter pour sa foi qui a déplacé les montagnes, le capitaine Haddock répondra « Elle aurait mieux fait de les aplatir ». Évidemment, on peut penser au livre qui a été cité hier, Les conquérants de l'inutile, de Lionel Terray, en 1961, juste après la parution de Tintin au Tibet. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, l'histoire de notre petit ouvrage, Hergé au sommet, commence en octobre 2016. Cyril Moscovine, un tintinologue connu, organisait les premières et malheureusement les dernières rencontres tintinophiles de Lambrunais. Pendant toute une journée, il y a eu une exposition à la salle à l'école de Crotte, une séance de dédicaces et de vente de nos ouvrages des différents auteurs qui étaient présents à l'abbaye de Boscodon, où nous étions logés avec nos camarades. Et puis, pour finir, une table ronde qui s'est appelée Tintin au sommet, à la salle des fêtes d'Embrun. L'affiche de l'événement, que vous voyez ici photographiée sur un fond de montagne, a été réalisée par Harry Edwood. Harry Edwood est un pasticheur, l'un des meilleurs pasticheurs de l'œuvre d'Hergé. Diapo suivante, s'il vous plaît. On le voit ici en haut à droite, juste à ma gauche, avec les lunettes de soleil. Et nous avons ici quelques auteurs. Alors, l'occasion de cette table ronde a été pour nous aussi un petit séjour dans les Hautes-Alpes. Nous séjournions à l'abbaye de Boscodon, que vous voyez au milieu, et comme à leur habitude, les moines ou les communautés religieuses s'installent dans des sites absolument magnifiques. Et nous avons passé 3 nuits dans la communauté, à longuement disserter, méditer et à faire des balades en montagne. Un petit mot sur la couverture de l'ouvrage, diapo suivante s'il vous plaît. Donc, on a repris l'affiche de 2016, simplement nous avons changé le titre de l'événement Tintin au sommet en Hergé au sommet. Entre parenthèses, le dessin de l'affiche est inspiré d'un petit croquis, un autoportrait qu'avait fait Hergé, que je vous montre ici, avec une photo de Hergé après une grande balade
en montagne, savourant d'être arrivé au sommet. Pourquoi on est passé de Tintin au sommet à Hergé au sommet? C'est simplement que la politique des ayants droit, des gestionnaires de l'œuvre d'Hergé, est plutôt stricte en la matière. Donc Tintin est une marque déposée, on ne peut pas trop l'utiliser comme on veut, et on n'a pas voulu prendre de risques. C'est pour ça aussi qu'il n'y aura aucune case de Hergé dans le livre. On a trouvé une iconographie différente, on a essayé de se débrouiller avec notre éditeur qui a fait un super travail là-dessus, et on a fourni nous-mêmes un certain nombre de documents. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors je vous présenterai les auteurs de ce livre plus en détail avant la présentation de chaque article. Quelques mots sur ce groupe. Il y a 2 générations de tintinologues qui sont réunis ici, 3 quarantenaires qu'on voit dans le fond, et puis 4 autres qui sont, on va dire, un petit peu plus vieux. Tous connaissent absolument par cœur la vie et l'œuvre d'Hergé. Ils connaissent la bibliographie de l'auteur la biographie de l'auteur sur le bout des doigts, et les aventures de Tintin par cœur, bien évidemment. Ils sont incollables. Et ils ont également tout lu sur ce qui est paru sur Hergé et les aventures de Tintin. On en parlait justement tout à l'heure avec une des bénévoles de l'association. Ça n'arrête pas, je vous l'ai dit, il y a eu 400 documents, livres, 400 ouvrages qui ont été édités, et maintenant, ça c'était en 2014, maintenant on approche les 600 ouvrages édités sur Hergé et Tintin, mais il y a également de nombreux numéros spéciaux, de revues généralistes, d'hebdomadaires, et beaucoup d'articles sur ce sujet. Donc, ce sont des auteurs qui ont une connaissance impressionnante de l'œuvre d'Hergé. Ce sont également des auteurs au grand cœur. Les droits d'auteur de cet ouvrage ont, pour la première partie, déjà été et seront pour la suite intégralement reversés à une association de lutte contre l'autisme. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter les différents articles du livre assez brièvement, en lisant quelques courtes citations. On va commencer par Tintin au Tibet, Hergé et son héros entre Cîmes et Abîme, par Benoît Grimonpont et Patrice Guérin. Benoît Grimonpont est le président d'une association tatinophile qui s'appelle le Cercle Archibald, du prénom du capitaine Haddock, qui édite une revue annuelle extrêmement sérieuse qui s'appelle Dorifor. Patrice Guérin est également un éminent tatinologue, c'est le pire d'entre nous, il connaît absolument tout, et il est l'auteur d'une biographie de Thierry Leluron qui s'appelle Le rire pour oublier. Tous les deux publient de nombreux articles dans les revues tatinophiles et ont participé au hors-série des cahiers de la bande dessinée sur Hergé, que je vous ai montré dans la première diapositive. Leur article se penche principalement sur Tintin au Tibet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour eux, Tintin et Tibet, dont je vous montre ici quelques images vraiment marquantes, on voit toute l'habilité graphique de Hergé, avec par exemple cette case tout en hauteur qui donne le vertige, ce panorama sur 3 cases où on retrouve les personnages qui s'éloignent, et puis 2 autres cases de l'album. Donc cet album est plus qu'un album de transition dans la carrière d'Hergé, c'est un album de rupture. C'est l'album que Hergé préférait. Il y a mis le plus de lui-même, de sa vie personnelle et de son histoire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Lorsqu'il commence Tintin au Tibet, Hergé s'interroge, il est en pleine crise conjugale, et il s'interroge énormément sur sa vie d'homme, mais également sur son propre devenir, en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Je cite maintenant mes 2 camarades, Grimonpont et Guérin. Depuis plusieurs mois, en effet, Hergé, qui vient de passer le cap des 50 ans, traverse une crise morale qui le plonge dans des affres.
Seule son œuvre lui permet de ne pas succomber pleinement au désespoir. Contrairement aux phases dépressives qu'il a connues quelques années plus tôt, il trouve du réconfort dans la création et l'élaboration d'une nouvelle aventure qui entraîne ses personnages au Népal, entre Sim et Abîme himalayen. Sim, Abîme, ces lieux antagonistes, Georges Remy et Tintin vont en faire l'expérience simultanée. Dans leur article, donc, Grimont-Point et Guérin vont faire le parallèle entre la vie d'Hergé, entre ce qu'il traverse, et bien sûr cette aventure. Donc, ils vont étudier les relations entre les sommets naturels du Tibet et les sommets spirituels, la dépression, son moral qui est parfois au plus bas, et évidemment une sorte de récompense, de rémission à la fin. À cette époque, les nuits de Hergé sont peuplées de rêves récurrents sur la blancheur. Son psychiatre lui dira qu'il doit se battre contre le démon de la pureté. Il est entre son ancienne femme et la jeune femme qu'il a rencontrée, il ne sait pas quoi faire, il hésite. C'est une métaphore de la scène de la corde que j'ai évoquée tout à l'heure, où quelqu'un doit se sacrifier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une photo, par exemple, de Georges Remy quand il était scout, dans un de ses voyages. Nous avons dans ce livre plusieurs photos inédites, que grâce à Philippe Godin, Thierry Scaillet, qui sont deux spécialistes, l'un hergéologue, le plus grand hergéologue connu, et Thierry Scaillet, spécialiste du scoutisme, nous ont laissé avoir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais vous présenter maintenant le texte de Bertrand Portevin. Bertrand Portevin est médecin généraliste, tintinologue, auteur de nombreuses conférences et articles sur Tintin et Hergé, et c'est le seul médecin généraliste que je connaisse qui a un jeune enfant qui souffre d'un gros rhume ou d'une petite grippe, en plus des médicaments habituels, impose dans le bas de l'ordonnance relecture des albums de Tintin. Il est l'auteur de 3 livres publiés chez Dervy qui font la part belle à l'ésotérisme dans la vie et l'œuvre d'Hergé. Les 3 livres sont Le démon inconnu d'Hergé, Le monde inconnu d'Hergé et Hergé de profil. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais laisser l'auteur présenter lui-même son propos. Heureusement, avec Hergé, nous ne craignons pas d'aborder cet ésotérisme, lui qui ne cachait ni ses croyances, ni ses superstitions. Aussi, nous aventurerons-nous avec confiance sur les voies de la divination, avec le tarot de Marseille, au sein de sociétés secrètes, en pénétrant les arcanes de la franc-maçonnerie, et pour finir, avec la spiritualité orientale et sa magie blanche. Mus par l'injonction d'aller plus loin, de la bouche même d'Hergé, nous espérons faire découvrir ainsi les intérieurs de l'œuvre, une raison cachée aussi lumineusement et plaisamment que possible. Diapo suivante. Alors de prime abord, on pourrait penser que les théories de Bertrand Portevin sont un petit peu tirées par les cheveux, mais ces démonstrations sont assez époustouflantes, aussi bien à l'écrit qu'en conférence. En conférence, c'est un véritable spectacle. Si vous avez l'occasion de le voir un jour, n'hésitez pas. Parmi ces démonstrations, j'en prends une par exemple. Il compare les 22 couvertures des albums de Tintin, donc les 22 albums canoniques, aux 22 arcanes du tarot. Et c'est assez époustouflant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici Jean Rime, le plus jeune des tintinologues, qui a écrit un article extrêmement important qui s'appelle L'imaginaire helvétique d'Hergé. Il y a de si jolies montagnes en Suisse et de si beaux lacs. Jean Rime est chercheur en littérature du XIXe siècle et en histoire culturelle de la presse. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Les aventures suisses de Tintin, et il est le président de l'association Alpart, les Amis suisses de Tintin, qui édite une très belle revue annuelle, encore une fois, qui s'appelle les
excusez-moi, un petit trou, Hergé au pays des Helvètes. Son article parlera beaucoup de l'album L'affaire Tournesol. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'affaire Tournesol se passe en grande partie en Suisse. Les montagnes n'y jouent pas un rôle prépondérant. Elles apparaissent souvent en décor, hein, au fond des cases. Mais ce qui est extrêmement important avec cet album, c'est qu'Hergé a passé des jours entiers à prendre des croquis des lieux véritables et à les retranscrire dans les scènes de l'album. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, par exemple, à droite, on voit une photo de Germaine, sa première femme, qui est devant la fontaine de Maître Jacques, à Nyon, et on retrouvera cette fontaine dans une des rues de Nyon, dans une case de l'album L'affaire Tournesol. Les tatinophiles suisses, d'ailleurs, quand ils nous reçoivent, nous venant de Belgique ou de France ou d'ailleurs, s'amusent à nous faire le trajet qu'ont fait le capitaine Haddock et Tournesol, et Tintin à la recherche du professeur Tournesol, entre Genève, Nyon, l'ambassade Bordure, etc. Et ils nous montrent les décors qui ont servi à Hergé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'article de Jean Rime est très long et très fouillé. Il publie une nouvelle fois voilà, des photos totalement inédites des voyages scouts d'Hergé dans sa jeunesse. Et Rime décrit parfaitement la façon dont Hergé s'est approprié physiquement et corporellement le paysage alpin dans sa jeunesse, puis à l'âge adulte, pour le restituer dans les scènes et les décors de plusieurs albums. Alors évidemment, c'est toujours dommage de ne pas avoir de case d'Hergé dans le livre, mais c'est la règle. Jean Rime revient aux scènes primitives qu'a vécu Renard Curieux, c'était le totem d'Hergé, parce qu'il était scout dans les années 20, dans plusieurs voyages. Un voyage dans les Dolomites, un voyage dans les Pyrénées, et puis bien sûr un voyage dans les Alpes grisonnes. Hergé, à cette époque, prenait ce carnet de voyage et dessinait énormément d'esquisses dessus. Il prenait des notes. On retrouvait des textes. Il était d'ailleurs un très bon écrivain aussi, Hergé. Un grand dessinateur, tout le monde le reconnaît, mais il avait aussi un sens de l'écriture extrêmement important. On retrouvera donc toutes ces scènes dans différents albums, ici une cascade, ici un gouffre, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, là c'est amusant, on a deux photographies d'Hergé, les pieds dans le lac Léman. Il dira dans une interview, Hergé, que la Suisse a été le Tibet de sa jeunesse. Rime va s'attaquer à l'ambiguïté de la Suisse dans l'imaginaire d'Hergé, le rôle du lac Léman, donc, où il a séjourné de très nombreuses fois, où il changeait vraiment complètement de vie. Hein. Il n'était plus le dessinateur ultra reconnu en France ou en Belgique. Il bénéficiait d'un petit anonymat, il vivait avec les gens du coin, les paysans ou les pêcheurs du lac Léman. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, il traversait une grasse crise conjugale. Et je vais donner la parole à Jean Rime. On l'aura compris, la succession des contacts entre Hergé et la Suisse ne forme pas seulement une ligne où se dessine en pointillé la vie d'homme et la carrière d'Hergé, bien plus, l'exemple helvétique, mais d'autres sont passibles d'une étude analogue, à commencer par sa Belgique natale, permet de modéliser son processus créatif et en particulier le double filtrage volontaire et subconscient des lieux traversés par Tintin. Le rapport au monde qu'établit le dessinateur apparaît dès lors bien plus riche que la partition binaire, parfois avancée, entre des pays réels et des pays inventés comme la Sildavie et la Bordurie. Pour conclure son article, Rime va se lancer dans une véritable description d'une ergéopoétique. Je le cite de nouveau.
Tintin au Tibet marque un tournant dans l'histoire de la bande dessinée en ajoutant à la dimension héroïque de l'ascension la fonction symbolique d'une montagne spirituellement régénératrice. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va terminer les articles par celui de Cyril Mosgovine, Tintin, le retour du héros christique. Écrivain et tintinologue, Cyril Mosgovine a publié l'indispensable dictionnaire des noms propres de Tintin, de Abdallah à Zorino, publié par Casterman, qui est un des quelques best-sellers de la tintinophilie, c'est-à-dire un ouvrage qui a été tiré à plus de 100 000 exemplaires, qui a connu plusieurs éditions. Il n'y en a pas beaucoup, généralement les tirages des livres sur Hergé et Tintin sont beaucoup plus modestes. Albert Algou, qu'on verra tout à l'heure, et lui ont eu la chance d'écrire de véritables best-sellers. Il est auteur également de plusieurs préfaces et articles sur Tintin. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc Tintin, le retour du héros christique. Dans son article, Cyril Mosgovine va s'attacher à décrire les traits christiques du personnage de Tintin et les liens entre la Bible et les aventures de Tintin. Diapo suivante. Non, pardon. Excusez-moi, diapo précédente. Donc je cite Cyril Mosgovine. Autour de la figure christique de Tintin, nous voyons apparaître et se fixer un groupe de proches. Cette famille de papier possède sa structure interne, finement étudiée d'un point de vue à dominante psychanalytique par divers auteurs. Ce n'est pas cet aspect qui nous retiendra ici, mais bien plus les correspondances possibles entre ces figures et celles qui, dans le Nouveau Testament, entourent le Christ. Il ne s'agit en aucune façon d'établir des équivalences strictes et rigoureuses, mais plutôt de suggérer un jeu souple et subtil d'analogie. Une nouvelle fois, on va monter vers des sommets, mais cette fois, bien évidemment, plus symboliques et spirituels que ceux de nos montagnes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, présentons encore Albert Algou. Au-delà de sa grande carrière d'humoriste, Albert est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages tintinologiques, dont l'intégrale des jurons du capitaine Haddock, que je vous ai cité tout à l'heure, chez Casterman, ou le dictionnaire amoureux de Tintin, chez Plon. Albert était invité aux rencontres de 2016 dans les Hautes-Alpes, mais malheureusement n'a pas pu venir. Mais il a quand même gentiment accepté d'écrire la préface de l'ouvrage, dont je vous livre un court extrait au sujet des lectures multiples de l'œuvre. Toujours avec la même bénévole, tout à l'heure, elle m'avouait relire systématiquement les aventures de Tintin de temps en temps. Ce que nous, tintinophiles, faisons régulièrement. Excusez-moi. Donc, Albert Algou. Placé très haut dans la lumière qui nous semblait éclairer un de ses aspects restés jusque-là dans l'ombre, l'œuvre, pourtant, ne tarde pas à se dérober et elle nous échappe à nouveau. Alors, nous la relisons. La feuilletant au hasard ou dans l'ordre de sa parution. Car, de toute façon, comment nous déprendre d'une œuvre aussi captivante? C'est ainsi que je perçois Tintin, un des sommets, si ce n'est le sommet de la bande dessinée. Diapositive suivante. Renaud Nattier est le directeur de la collection Zoom sur Hergé. Il venait de prendre la direction de cette collection à l'époque où nous avons sorti ce petit livre, et on lui a tout naturellement demandé d'écrire la postface. Renaud Nattier est l'auteur de plusieurs ouvrages tintinologiques, dont le fondamental, Le mystère Tintin, les raisons d'un succès universel, qui a été publié en Belgique aux Impressions Nouvelles. Les Impressions Nouvelles publient régulièrement des ouvrages de grande qualité sur Hergé et Tintin. Il évoque dans sa postface le thème de la verticalité dans les aventures de Tintin. Et c'est avec lui que nous allons terminer la lecture de ce petit livre.
Le dessinateur belge a beau dire qu'il laisse libre cours à la fantaisie pour raconter ses histoires, il a bien présent à l'esprit le tracé des sentiers escarpés à emprunter, des cols à franchir pour atteindre l'objectif. Mieux que l'image d'une ligne d'horizon dont le cours de la narration se rapprocherait à tâtons, le dénouement apparaît comme le couronnement, le point culminant du récit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors avant de vous dire quelques mots sur la collection Zouk sur Hergé, je vous laisse admirer ces quelques cases de montagne. Les 2 premières sont tirées du Temple du Soleil, les 2 autres de Tintin au Tibet. Elles montrent bien, encore une fois, je me répète, la prouesse, la qualité graphique d'Hergé, son sens de la composition, et elles donnent presque le vertige. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc la collection Zoom sur Hergé a été créée par le fondateur des éditions Sepia, qui sont devenues une partie du groupe L'Harmattan, et c'est Patrick Méran. Elles ont été reprises par Renaud Nattier en 2020. Elles sont maintenant riches d'une bonne vingtaine d'ouvrages. Renaud Nattier a lancé une diversification dans cette petite collection, en accueillant des auteurs femmes, il y en a 2 maintenant, ainsi que la publication de bandes dessinées. Ce ne sont pas donc que des essais. Et puis il a également publié lui-même Meurtre à Moulinsart, que vous entreapercevez là, qui est un roman parodique. Merci. Diapo suivante. Voilà, je vais vous laisser là-dessus avec un tout petit complément bibliographique. C'est le numéro 3 de la revue Tintin, c'est l'aventure, publié par les éditions Moulinsart et Géo, qui contient tout un dossier sur la montagne, terre d'aventure et de spiritualité, dont je me suis également un petit peu inspiré pour cette présentation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous donner la parole. S'il y a quelques questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est chaud. Je pense que vous auriez pu, comme on est assis ici, entre Saint-Gervais et Chamonix, vous auriez pu vous présenter l'image de lui dans Tintin 15 jours avant le début de l'aventure de Tintin au dessert, où il reprend l'image qu'on a vue tout à l'heure à l'hôtel, et où la légende de la ville est différente, où il fait référence à sa balade à Châteauneuf. D'accord, les choix. Et alors, je ne suis pas le meilleur connaisseur de l'œuvre d'Hergé, ni dans sa version journal de Tintin, ni dans ses versions... Comme je vous l'ai dit, moi, c'est plutôt la métatintonologie, donc c'est tout ce qui tourne autour, ce qui se ressent, etc. Donc, je pense que je ne connaissais pas cette image. Mais à coup de pas. Voilà, maintenant on sait qu'elle existe. Oui. Une question sur le rôle de Chant dans Tintin au Tibet. C'est vrai que Chant c'était un ami, plus que ça, c'est sa vie, il est venu voir sur son Tibet. Et il y a vraiment eu un travail commun entre ces 2 hommes. Oui, oui. Dans les années avant-guerre, Hergé avait 25 ans, un petit peu plus. Il avait fait 3 albums, Tintin au pays des soviets, Congo, Amérique et Les cigares du pharaon. Il avait fait 4 albums qui étaient vraiment faits à la petite semaine. Il faisait ses aventures semaine après semaine, c'était des histoires sans scénario construit à l'avance. Lorsqu'il a appris que Hergé allait envoyer Tintin en Extrême-Orient et en Chine, un abbé belge, l'abbé Gosset, qui avait de nombreux étudiants chinois, a contacté Hergé pour lui dire de ne pas raconter de carabistouille sur la Chine,
que la Chine était un immense pays avec une civilisation bien plus vieille que toute cette civilisation européenne et qu'il fallait qu'il se renseigne. Il l'a donc mis en contact avec plusieurs étudiants chinois, il n'y a pas eu que Zhang Gongchen, pour qu'ils travaillent ensemble. Et Zhang, effectivement, pendant un certain nombre de mois, est venu une fois par semaine chez Hergé pour, d'une part, lui raconter un petit peu ce que c'était que la Chine, et il lui a également enseigné un certain nombre de petits trucs de dessin, en particulier de calligraphie et d'usage du pinceau et d'encre de Chine. Donc Hergé a énormément appris auprès de Zhang. Dans l'album Le Lotus Bleu, il y a tous les caractères, les idéogrammes qui sont dessinés ont été dessinés par Zhang. Et Zhang, à la fin de sa vie, revendiquait une paternité sur cet album. Zhang est rentré en Chine, ils se sont perdus de vue pendant, je ne sais plus, 50 ans, il a souffert de la révolution culturelle, etc. Et Hergé, sur la fin de la dernière partie de sa vie, a désespérément tenté de le retrouver. À chaque fois qu'il allait dans un restaurant chinois, il demandait « Est-ce que vous connaissez Zhang Gongchen ?» etc. Et puis un jour, quelqu'un les a remis en contact. Hergé n'a malheureusement pas pu aller en Chine, le voyage n'a pas pu se faire, et c'est finalement vraiment 2-3 ans, en 81, je crois, 3 ans avant la mort d'Hergé, que Zhang est revenu. Il y a eu toute une mise en scène à l'aéroport de Zaventem qui a été très médiatique. Hergé reconnaissait à peine Zhang. Germaine, la première femme d'Hergé, a même dit « mais c'est pas lui ». Et certains écrivains ont prétendu que c'était un espion chinois à l'époque et que là c'était un faux Zhang qui était revenu. Bon, ça, je ne prendrai pas parti là-dessus. Mais effectivement, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur la relation entre Zhang et Hergé. Est-ce que je peux poser une question qui peut intéresser peut-être les gens ici? Josette est sorti dans le journal Corvallan. Dans les années 40. Dans les années 40. Et j'ai lu quelque part que, en fait, Hergé avait connu Saint-Gervais parce que le journal Corvallan avait une maison de vacances à Saint-Gervais. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je sais qu'avec Gabriel Grandjac, que je pense que beaucoup de gens connaissent dans la salle, on a cherché où pourrait se situer cette maison. Donc, visiblement, ça ne dit rien à personne. Et personnellement, j'aimerais bien trouver où était cette maison de vacances des Corvaillants à Saint-Gervais. Oui, alors malheureusement, moi je n'en ai effectivement aucune idée. Il faudra demander à Patrice Guérin, si par hasard il était là ce soir à l'heure de l'apéritif. Malheureusement, il ne sera pas là, mais je peux lui poser la question. Vous avez mon adresse mail, ici en bas, meta.tintin@yahoo.fr. Vous pouvez m'écrire. C'est le genre de petites anecdotes et de détails sur la vie d'Hergé qu'on recherche, bien évidemment. On est loin de tout avoir découvert sur Hergé et sur sa vie. Donc j'en parlerai. Vous parlez de la place des femmes dans le collectif. Pardon? La place des femmes. Oui, elle est faible. Renaud Natier, dont je vous parlais, le directeur de la collection Zoom sur Hergé, a écrit un petit livre très intéressant qui s'appelle « Les femmes dans les aventures de Tintin » ou « Les femmes dans l'œuvre d'Hergé », je ne sais plus, qui est paru, je pense, aux éditions Sépia également, où il fait une analyse justement de la place des femmes, de leur faiblesse, mais aussi de leur rôle en ombre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui apparaissent quand même, et surtout l'importance de la famille, ou la faible importance de la famille. Donc, les femmes dans le monde d'Hergé, de Renaud Natier. On a une grande figure féminine qui est la Castafiore, qui, contrairement à ce qu'il se dit, chante admirablement bien, qui est une véritable héroïne. Elle défend Hergé contre la dictature bordure en le cachant dans un placard. Elle prend des risques pour lui. Le fait que ce soit un personnage sans prénom, sans famille, Vaste question. Michel me demande si le fait que Tintin soit sans prénom et sans famille, ça a sûrement une signification. C'est pour ça que Hergé a créé Josette et Joko, où il y avait une famille avec un papa, une maman, 2 enfants, parce que la presse catholique trouvait le personnage de Tintin un petit peu curieux quand même, un petit garçon tout seul qui vit avec 2 vieux messieurs. Bon.
Mais après, est-ce que ça révèle de la vie de l'auteur? Il faut lire et relire les différentes biographies. Il en sort tous les 2 mois. On ne va pas partir sur la question. Il y a une hypothèse comme quoi ces relations avec les enfants étaient un peu difficiles. Oui. Assouline a eu le malheur de dire qu'il n'aimait pas les enfants, qu'il en avait même adopté un, qu'il l'avait renvoyé. Mais ça, c'est une légende. Il a fait une œuvre pour les enfants. Donc, et puis on a quand même un certain nombre de témoignages directs de jeunes enfants à l'époque, qui sont encore vivants, donc, qui ont écrit à Hergé ou qui l'ont rencontré lors de séances de dédicaces, etc., qui témoignent pas d'un monstre qui n'aimait pas les enfants. Ça, c'est une chose. Mais qu'il y ait une ambiguïté, une question à soulever, ça, je le pense. Effectivement. On a un livre qui va sortir l'année prochaine sur une thèse qui a été émise par plusieurs biographes. Et ça fait 2 lignes sur des livres de 500 pages. Hein. C'est pas très fouillé sur le fait que Hergé aurait été lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance. Je crois que quelqu'un va consacrer tout un livre là-dessus l'année prochaine. Il avait des enfants? Non. Hergé n'a pas eu d'enfant ni avec sa première femme, Germaine, ni avec sa deuxième famille. Oui? Vous parlez des enfants. Il me semble que les images des enfants sont rares dans l'œuvre d'Hergé. Ce qui ressemble le plus, la plus forte, c'est Abdallah et la famille de Séraphin Montion. Dans les 2 cas, l'image est plutôt négative. Tout à fait. On a aussi Zorino, qui est un grand enfant, jeune adolescent, qui lui est beaucoup plus positif. Mais effectivement, la famille Lampion, c'est quelque chose, mais c'est toute la famille qui est quand même calamiteuse. Et bien sûr, Coco, que j'oubliais. Oui. Et puis il y a les petits-enfants à la fin de Tintin au Tibet qui sont assez sympathiques. Oui. Monsieur? Il y a Serge Tisseron, le psychiatre, qui a fait tout un truc sur le secret autour de Tintin, la famille. J'ai vu ça, j'en ai un vague souvenir. Oui, Serge Tisseron a écrit 2 ouvrages sur les secrets qu'il y avait dans la famille d'Hergé. Alors il y avait des secrets de famille dans la famille de Georges Remy, mais Serge Tisseron n'avait pas eu accès aux nombreuses archives que, par exemple, Philippe Godin a exhumées et utilisées pour son travail, sa grande biographie qui s'appelle Hergé, ligne de vie. Donc Serge Tisseron émet l'hypothèse que Hergé est le descendant direct de Louis XIV et de la famille, bon, etc. Il s'avère que c'est complètement faux. Ceci dit, il y a quand même un fond de vérité, puisque dans la famille d'Hergé, on croyait ça, hein, même si c'était faux. Voilà. Bon, bah, depuis, on a rétabli l'arbre généalogique, et, voilà, mais effectivement, il y a quelque chose qui retransparaît dans le diptyque, le secret de la licorne et le trésor de Racamé Rouge. Le capitaine Haddock a un descendant qui est au service de Louis XIV. Bon, ben merci beaucoup d'être venu m'écouter et bonne continuation de salon. Je voudrais remercier vraiment très chaleureusement Olivier Roche d'être venu présenter cet ouvrage, Hergé au sommet, qui est vraiment un ouvrage extrêmement agréable à lire et qui permet de découvrir une œuvre qui est vraiment traversée par la dualité du bien et du mal, avec un héros qui cherche sans cesse à s'élever. Et je dirais que relire Tintin, c'est lire pour retrouver un idéal de pureté qui parfois nous fait défaut dans notre... Merci en tout cas. Oui, bien sûr. Là, après la conférence, il sera en dédicace peut-être maintenant au-dessus de la galerie, là, et puis surtout demain après-midi, et puis tout l'après-midi au centre de la librairie Landru.
Voilà, merci encore.